Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons. Le média continue de lutter pour faire entendre vos voix au sein d'un paysage médiatique dominé par l'extrême droite et contrôlé par les milliardaires. Riposte, c'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux. Molotov, les opérateurs Box et peut-être bien la TNT francilienne. Rejoignez le mouvement et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Morad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Nadia. On te retrouve pour une nouvelle chronique média que tu assures de manière exceptionnelle à distance. On te souhaite une très bonne convalescence, Morad. C'est très gentil, je pensais me reposer cette semaine un petit peu, mais une pétition qui a recueilli quasiment 3 millions de signatures en fait, a demandé à ce qu'on maintienne la chronique cette semaine, donc je fais un effort malgré ma convalescence et je vous remercie infiniment pour vos très très nombreux messages de soutien et d'amitié. Alors avant d'explorer les tops et les flops qui ont retenu toute ton attention ces derniers jours, on commence avec le traditionnel préambule. Absolument. Alors, le préambule, il va porter de nouveau sur l'affaire Cohen-Legrand, alors qui a vécu un certain nombre de rebondissements. Mais comme on se disait la semaine dernière, Juliette Briens, donc du fameux magazine d'extrême droite L'Incorrect, avait à un moment donné toutes les cartes en main, puisqu'ils avaient sorti une vidéo volée dans un restaurant parisien où on entendait Legrand et Cohen échanger de manière très amicale avec des cadres socialistes. Et puis, pouf, elle a sorti un tweet raciste au dernier degré avec des Wallah, des Madame la juge et compagnie, ce qui lui a valu d'être débarqué d'RMC. Il faut quand même en vouloir, puisque je rappelle que Barbara Lefebvre, par exemple, est toujours en place malgré ses propos plus que borderline. Et donc, on s'est dit, ça y est, c'est plié, c'est calmé, ainsi de suite. C'était sans compter sur François Morel, le comédien et humoriste qui a fait une chronique sur France Inter assez surprenante la semaine dernière qui commençait ainsi. Fils de pute. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Ali. Non, fils de pute n'est pas une insulte que j'utilise dans la vie courante. Au moins pour deux raisons. D'abord parce que le fait d'être l'enfant d'une personne ne vous rend pas responsable de la personne dont vous êtes l'enfant. D'autre part parce que la condition de travailleuse du sexe n'implique pas que vous soyez indigne du respect que peut réclamer n'importe quelle personne humaine exerçant ses activités avec cœur et honnêteté. Enculé est également une injure que généralement je me refuse d'employer, car le fait d'être adepte passif de la sodomie n'implique pas à mes yeux que l'on soit une personne infâme. Et j'avoue que ce sont cependant ces deux invectives communément considérées comme outrageantes qui me sont naturellement venues à l'esprit quand la semaine dernière j'ai appris l'épisode de la vidéo volée où l'on voit Thomas Legrand et Patrick Cohen discuter avec deux responsables du PS. Alors, je veux bien l'humour, ok, il n'y a pas de problème, on est libre, c'est incorrect pour prendre le nom du journal extrême droite. Mais enfin, là, je ne suis pas sûr que fils de pute et enculé soient les termes appropriés et soient de l'ordre du langage qu'on peut employer dans un échange, dans quelque chose, dans des joutes verbales concernant des choses, même si on peut effectivement qualifier le fait de voler des propos comme ça sans l'autorisation des personnes concernées et qu'on puisse faire des montages un peu foireux, ça mérite pas ce genre de propos. Je pense que là, il a remis 5 balles dans la machine et que ça permet à Juliette Briens et sa bande organisée de pouvoir rebondir et effectivement de jouer l'outrance comme ils savent très bien le faire. Sur une minute et quelques, 1 minute 15, je crois, il y a eu une dizaine de coupures et de montages. Donc on sait très bien que quand il y a des montages, c'est qu'on veut ne pas montrer les choses. Et d'ailleurs, Cohen a indiqué qu'avec son avocat, ils avaient demandé les rushs et qu'ils ont saisi la justice pour ça. Mais je trouve que voilà, ce qu'a fait François Morel vient tout foutre en l'air et vient donner des billes supplémentaires au camp d'en face, on va l'appeler comme ça. Et je trouve ça extrêmement à la fois grossier et pour le moins maladroit, mais on y reviendra. Il va y avoir forcément. Mon deuxième préambule porte sur 3 villes, sur Metz, Auxerre et Bruxelles. Voilà, alors je crois qu'à 55 balais, j'y arriverai plus, donc je laisse tomber. Non, j'essaierai de plus dire Bruxelles, de plus dire Auxerre et de plus dire... Ils sont susceptibles, nos amis belges, si vous nous entendez. Complètement, mais ils ont raison, il faut de la Je les rigueur. taquine. Non, Je les aime beaucoup, je suis une fan de Bruxelles. Dès que je peux être fan de de Bruxelles.
Voilà. Je me fais aussi gronder parce que je dis Scarbeck et apparemment c'est pas Scarbeck, c'est Scarbeck. Eh ben, je Je ne crois. prononce même pas Molenbeek parce que sinon je vais me faire encore rentrer dedans, donc je laisse tomber. Mais voilà, je vais faire des efforts, je vous le promets. Mais oui, non, vous avez raison, il faut de la rigueur. Je suis On d'accord. vous aime les Belges, vraiment. Absolument. Et le tout dernier préambule, alors il va porter sur la taxe Zuckman, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Ça vaudrait quasiment une émission, mais je sais qu'on en a déjà parlé sur le média. J'ai été très surpris parce que je vois des gens qui montent dans les tours, alors évidemment des libéraux, qui montent dans les tours, les fameux économistes libéraux, qui montent dans les tours sur les 2% de taxes des plus riches, des ultra riches. Et je reprenais comme ça, là pour le plaisir, hier soir, les échanges qu'il y avait eu et les passages télé, radio sur Notre-Dame de Paris quand les ultra riches ont sorti le chéquier avec des 200, 300 millions et ainsi de suite d'euros pour refaire Notre-Dame de Paris, et il y a eu comme de l'éloge dans l'air. On ne se posait pas la question de savoir d'où venait cet argent, parce que le gros débat de Zuckman, c'est de dire il y a l'argent du capital, mais le capital, c'est pas vraiment l'argent qui est sur leur compte en banque, donc on ne peut pas les taxer là-dessus, on ne peut pas les taxer sur leurs usines, leurs actions, leur patrimoine immobilier, puisque c'est quelque chose qui est quasiment immatériel. Ben voilà, on ne s'était pas posé la question pour Notre-Dame de Paris, on se la pose quand il s'agit de renflouer la dette du pays, quand il s'agit de renflouer nos finances publiques. Je trouve ça assez magique. C'est parti pour les tops, Mourad. Top amalgame foireux qui aurait pu aussi s'appeler top amalgame raciste. Raciste, tout simplement. Ouais. C'est Jean-Marc Sylvestre. Alors Jean-Marc Sylvestre, il a eu plusieurs vies. Il a été donc économiste en chef sur TF1, si mes souvenirs sont bons, alors ultra-libéral, pour la casse du service public, la réduction de la dette à coup d'épée dans les dépenses, notamment l'hôpital. Et puis un jour, il est tombé malade, voilà, ce qui nous fait un point commun. Il est tombé malade, il a été hospitalisé, et puis il est revenu, mais comme il a marché sur l'eau. C'est-à-dire qu'il a écrit un long article, je crois même un bouquin, pour expliquer à quel point il a été hyper bien accueilli, que tout le monde était bienveillant, qu'il faut que l'hôpital se développe, il faut des moyens pour l'hôpital, que la santé en France, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut protéger, parce qu'il a été concerné lui-même. C'est d'ailleurs que ça se passe. Donc c'était sa deuxième vie. Et puis là, il revient aux fondamentaux, alors là, de manière assez extraordinaire, puisque apparemment, il ne sait plus trop où il habite, et il semble adapter sa mémoire au réel, alors pas au réel, à la vie réelle, mais au réel de BFM TV, où il est chroniqueur. Et voilà ce qu'il va dire. Il va rappeler une anecdote, un souvenir, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, un souvenir de ces heures et de ces années de jeune journaliste. Je vous laisse écouter. Rappelez-vous comment ça a commencé. Ça a commencé dans les années Valéry Giscard d'Estaing, développement de l'industrie automobile, avec des campagnes de recrutement d'immigrés systématiques organisées par la régie Renault. Moi, j'ai visité la régie Renault à l'Île-Seguin à l'époque, où la gestion de personnel se faisait en 3 langues. La langue française, la langue CGT et la langue islamiste, musulman. La langue islamiste musulman, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas ces langues-là. Alors nous, souvent sur le plateau, on s'amuse à parler de maghrébi ou du musulmani. Bah, lui, c'est très sérieux. C'est tellement sérieux que ça va faire l'objet de plusieurs signalements ça a fait déjà l'objet de plusieurs signalements auprès de la justice. Et puis il y a un petit malin, un de nos confrères de Valeurs médiévales, qui s'appelle Victor Hérault, et qui va attaquer Marine Tondelier en disant, puisque c'est elle qui a commencé à balancer cet extrait, et puis il va lui dire vous n'avez pas mis dans le contexte, gna, 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 gna. Et donc lui va jouer les petits malins et va contextualiser les choses. Mais le problème, c'est qu'en contextualisant, c'est encore pire. Je vous laisse écouter, puisque la consoeur qui est sur le plateau va le reprendre 2 fois sur cette terminologie, et lui va complètement assumer. C'est seulement après la 2e fois qu'il va accepter le terme arabe, en langue arabe, mais on voit bien que c'est pas un lapsus, sinon il se sera repris aussitôt. Je vous laisse écouter. Et la langue islamiste, musulman. Arabe. Et tout était réglé comme du papier. La langue arabe, on Et reprécise. quand on a commencé à avoir des problèmes, on a commencé à les avoir lorsque, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a décidé le regroupement familial. Oui. Parce qu'il y avait des problèmes personnels, de vie quotidienne, et là, on a commencé à s'enquisser. Donc cette histoire-là a démarré par un besoin. Ce besoin existe. Oui, mais sauf qu'on a... Je redis pour les téléspectateurs, s'ils nous regardent, qu'il n'y ait pas de confusion, vous lire la langue arabe. Important de bien le repréciser. C'est peut-être l'occasion de rappeler à Jean-Marc Sylvestre que c'est l'Indonésie, donc un pays asiatique qui abrite la plus grande population musulmane du monde. Donc ils sont certainement ravis de savoir que la langue musulmane, la langue de leur religion et la langue arabe ne font qu'une. Bon.
top fair play raciste. Hein, tes tops sont quand même une empreinte très raciste dans les tops que tu as sélectionnés. Ah, c'est pas moi qui, c'est pas moi Mourad, qui mais oui, impose c'est dire à quel point là. l'univers des idées d'extrême droite et raciste vraiment envahit nos médias. Hein, c'est terrible. C'est Alexander Nikolic du RN qui se réjouit de la victoire de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres uniquement parce qu'il est. Parce qu'il est blanc. Ouais. Alors, c'est terrible parce que effectivement tout le monde s'est félicité. Hein, c'est champion du monde aux 10 000 mètres, c'est quelque chose d'assez conséquent. C'est pas fréquent en plus. Sauf que le trophée, en fait, alors il explique que le trophée est soi-disant détenu par des Noirs africains depuis 40 ans, ce qui est totalement faux, puisque d'autres Noirs, mais pour lui un Noir c'est forcément d'Afrique, hein, d'autres Noirs qui sont européens, de pays européens, l'ont remporté déjà depuis, mais surtout, il va écrire alors sur Twitter. Alors, je précise, j'ai plusieurs internautes qui m'ont demandé et donc, j'accepte évidemment volontiers de lire les tweets qu'on affiche à l'écran. Pour une raison simple, enfin pour deux raisons simples. C'est d'abord les personnes malvoyantes, et je l'entends parfaitement. Et puis, beaucoup de nos internautes, ça, je n'avais pas mesuré, mais beaucoup de nos internautes écoutent l'émission avant de la regarder. C'est-à-dire qu'ils l'écoutent dans la voiture, ils l'écoutent en joguant et autres, et donc ils ne voient pas l'écran. Et donc, je vais, à partir de maintenant, lire effectivement les tweets. Alors, ouvrez les guillemets, l'exploit de Jimmy Gressier est inouï. Il détrône 40 ans de règne des rois du 10 000 mètres venus d'Afrique de l'Est, jugé imbattable, 3 petits points. La France tient son premier champion du monde sur cette distance mythique, monstrueux, 3 points d'exclamation. Effectivement, c'est complètement monstrueux de profiter comme ça d'une victoire et d'avoir le plaisir de féliciter un champion français en le ramenant je vais le dire comme ça, hein, mais en le ramenant à sa race, puisque c'est un tweet raciste, parce qu'il est blanc et qu'il a battu des Noirs. Je trouve ça absolument abominable et effectivement monstrueux. Je rejoins Nikolic là-dessus. Nikolic, je l'avais interviewé, puisqu'il se trouve qu'il est élu enfin, il était élu dans ma région, et que c'est quelqu'un de très intéressant. Enfin, c'est pas Julien Audoul, quoi. Et donc, il l'a fait sciemment, et c'est encore plus terrible. Hein, je crois que c'est encore plus à charge, et je l'invite à ne pas recommencer ce genre de saloperie. On passe au top trahison. Éric Tegner. Alors, il est isolé dans son propre camp, hein, c'est ça. Ouais, alors il est marrant, Éric Tegner. En fait, on l'a quasiment toutes les semaines, lui. Alors, il donc de Frontières, hein, espèce de magazine extrême droite. Il surjoue à chaque fois parce qu'il n'a pas d'argument, il n'est pas vraiment journaliste. Et donc, il surjoue, il crie à la Elisabeth Lévy. Et là, même ses copains et copines, Mito et Raslar du plateau de CNews, vont se moquer de lui tellement c'est ridicule. Et c'est assez marrant parce que je ne m'attendais pas à ça. Ils se foutent littéralement de sa tronche. Je vous laisse regarder. Amine, là, c'est des centaines de milliers de gens dans la rue. On nous parle toujours du flegme britannique. En attendant, là-dessus, c'était important. Pourquoi ils sont dans la rue? C'est important. Et les chaînes, vous savez, de désinfo qui sont spécialisées, entre guillemets, dans la géopolitique, ils devraient le savoir qu'en 2016, pourquoi il y a eu le Brexit? Parce qu'il y avait ce slogan Take Back Control, c'est-à-dire qu'ils en avaient marre de l'immigration. Et à l'époque, ces gens-là, ils n'avaient pas vu venir. Ils se sont réveillés le matin groggy parce que le Brexit, qui prédisait qu'il n'arriverait jamais, tout comme l'élection de Trump, eh ben c'est tombé, mal barré. Parce que oui, l'immigration, ça comptait là-bas. Et on est 9 ans après. Et 9 ans après, on a fait quoi? On a fait comme chez nous en 2005. Monsieur, on a fait quoi? Ils leur ont dit d'aller se faire voir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils disent on en a ras-le-bol des partis politiques. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux. Parce qu'il n'y en a pas un. La droite britannique, elle a trahi. C'était donc apolitique, dans la rigueur des partis politiques. Et on continue encore avec Éric Tegner, hein, top tapis. Ouais, Tegner qui maîtrise le français avec excellence. Hein. Mais il faudra faire un top Tegner. Oui, alors c'est monsieur Garguès Légonesse, hein, vous vous rappelez qu'il a les pieds en banlieue. Donc, il va montrer qu'il maîtrise effectivement le français avec excellence. Alors, il va faire d'abord un aveu, parce que c'est en plusieurs parties Tegner. Dans une seule phrase, il peut vous placer 5 tops et 3 flops. Et là, après un superbe aveu sur les chaînes de désinformation dont il fait partie, en fait, hein, très clairement, il va nous parler ménage et poussière cachée. Je vous laisse écouter. Oui, parce que les médias, je vais vous dire, il y a certaines chaînes d'infos, il faudrait l'appeler chaîne de désinfo, parce qu'en permanence, ils veulent tout mettre sur le tapis. Vous savez, ils ont voulu cacher la vague qui leur tombait dessus, maintenant ça va être un tsunami. Alors, chez vous, Nadia, qu'est-ce qu'on en fait de la poussière quand on ne veut pas parler de quelque chose? On la met sur ou sous le tapis? Comment ça se passe? On la met sous le tapis.
Bah ouais, c'est extraordinaire. Et donc, comme je disais, même à Garguès les connaissent, on parle mieux la France que lui. Je trouve ça formidable. Travaille un tout petit peu tes dossiers. Mais je pense que Travaille c'est pour cultiver un peu ce style de je suis quelqu'un proche du peuple, voilà, je parle comme vous les gueux. Enfin voilà, il y a une forme aussi quelque part de mépris quand il choisit de faire, parce que moi je pense qu'il choisit de faire ces petites erreurs de langage. Je me tâte. Alors, on a eu à plusieurs reprises de la part de Frontière et de sa part à lui des messages disant qu'il regardait le média et qu'il regardait en particulier l'œil de Moumou. Donc peut-être que c'est aussi pour me faire plaisir. Va savoir. C'est pour enrichir ta rubrique de top ou de flop. Alors top mathématiques souterraines. Oui. Au PS, ils ont un peu de mal avec les mathématiques, hein. Ah ben même franchement. Alors, Mathématiques souterraines, c'est un petit hommage à Hubert Félix, au chanteur Hubert Félix Stéphane dont on parlait la semaine dernière. Alors, on dit souvent, alors je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais je pense que oui, on dit que ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques. En tout cas, le zéro, ça c'est sûr. Oui, absolument. Les propos du maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrad, me fait penser quand même que le jour où les Arabes ont inventé les maths, et c'est moi qui le dis, le jour où les Arabes ont inventé les maths, il devait être au hammam ou je ne sais pas où, mais en tout cas, il n'était pas là. La preuve, voilà comment il interprète un certain nombre de figures de style. Je vous laisse écouter. Et LFI sont dans une logique de censurer coûte que coûte. Le Parti socialiste ne soutiendra pas ce gouvernement s'il n'y a pas un 360 degrés, tant sur le fond que sur la forme. Là, il s'agit de la forme. Sur le fond, sur les questions des retraites et sur les questions du pouvoir d'achat, à savoir le 13e mois ou la participation des salariés aux bénéfices. Alors, je rappelle que quand on fait un tour à 360 degrés, en fait, on revient à la même place de départ. Et que, évidemment, c'est 180 degrés pour faire machine arrière. Donc, alors, soit il est complètement nul, ce qui est une option, soit c'est un lapsus, en fait, où il envoie un petit clin d'œil pour dire continuez comme ça et je vous suivrai. Je ne sais pas. Ça peut être les deux, hein, mais j'avoue que je suis un peu perplexe, et surtout que sur le plateau, une fois de plus, personne ne le reprend, alors que 360 degrés, quand même, il ne faut pas sortir En même temps, Mourad, bon, parfois en plateau, en direct, moi j'ai déjà fait des débats en direct et il y a des expressions qui nous échappent, et c'est aussi difficile pour le journaliste, hein, celui qui arbitre un peu la discussion, de reprendre l'autre sur son français. Donc voilà, là je suis assez solidaire du journaliste de BFM qui n'a pas osé reprendre le maire de Saint-Ouen. Alors on passe. Ouais, mais je trouve que tu as raison, c'est vrai. Mais le problème du direct, c'est ça aussi. Nous, on n'est pas en direct, donc c'est facile, effectivement. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il n'écoute pas. Et ce serait la première fois que ça arrive, et que voilà, ils sont très rares à écouter réellement ce que disent les gens en plateau. Ils ont leur plan, et du coup, on peut sortir la plus grosse connerie du monde. C'est vrai aussi, ouais. Et souvent, par reprise, ça passe à l'as. Et ça, alors moi, je dis merci, ça alimente ma chronique. Mais voilà, je trouve que c'est un travers parce qu'ils sont quand même pas tout seuls. Il y aurait juste, parce que toi, tu étais toute seule, par exemple, j'imagine, comme journaliste en face de la personne. Là, j'étais même face à 3-4 personnes bien racistes en général dans les débats. Non, parce que là, ils sont plusieurs professionnels. Si tu veux, de formation, ils auraient pu. L'une des personnes présentes sur le plateau aurait pu relever. Je trouve ça un peu bizarre, mais voilà. Ouais. On passe au flop. Alors, quand on parle des flops, décidément, Léa Salamé revient souvent, et on va encore parler de son 20h et de sa recherche du moment. Oui, alors il y a eu. Alors, la recherche du moment, elle avait été expliquée par le fait qu'elle parlait du moment où elle était. Elle parlait au présent du moment où elle était, je crois, très jeune journaliste, et que pour elle, il fallait trouver un moment c'était plus fort que l'information en elle-même. Donc, bon, soit si elle avait quitté ce logiciel-là, pourquoi pas. Apparemment, elle l'a pas quitté du tout 20 ans ou 25 ans après. Et du coup, elle s'enfonce donc toujours un peu plus dans l'information trash et people. On en a parlé la semaine dernière, mais là, ça va être très saignant face à Marion Cotillard, à la comédienne française Marion Cotillard, à l'international même. Elle va tenir des propos qui relèvent, alors je ne sais pas si ça relève de quelle époque, la fameuse émission People qu'elle a animée pendant un petit moment, ou si ça relève d'une chronique ratée, c'est-à-dire une chronique de Sophia Aram, mais écoutez comment elle va s'adresser à la comédienne et comment elle va rentrer dans son intimité. Je vous laisse écouter. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an.
Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je félicite vraiment Marion Cotillard qui, par son silence et son sang-froid, je trouve, a apporté la meilleure réponse qui soit à une question aussi débile. Alors, vous aurez noté quand même qu'elle n'est même pas foutue de savoir que le film va sortir en octobre 2026 et non pas 2025, et que vraiment, je dis chapeau Marion Cotillard. Je trouve qu'un sourire et un silence, parfois, beaucoup plus long que de se lever et de se casser, par exemple, comme le font d'autres artistes. Effectivement, elle a été très digne. Et d'ailleurs, en lui renvoyant cette question, et vous, comment ça va? Ça montrait à quel point vraiment ça signifie le moment de grande gêne qu'elle a pu ressentir sur ce plateau, mais plus de gêne d'ailleurs pour Léa Salamé que pour Marion Cotillard. Flop, référendum. Pascal Praud pose la question la plus bête, c'est presque même redondant de dire ça, un pléonasme. Pascal Praud pose la question la plus bête de la semaine concernant le référendum voulu par Philippe de Villiers sur l'immigration. Oui, alors bon, en même temps, une fois de plus, il prouve qu'il n'est pas journaliste, tout simplement, le pauvre Pascal Praud. Alors, on va voir à l'écran ce qu'il a écrit. Ouvrez les guillemets, comment se fait-il qu'aucune des 12 antennes du service public, 7 radios, 5 télévisions, n'ait mentionné une seule fois la pétition référendum de Philippe de Villiers qui franchit le million de signatures? On en est à 1,4 million, je crois, aujourd'hui. Et comment se fait-il qu'à l'inverse, la pétition demandant l'abrogation de la loi dite Duplomb bénéficie d'un traitement important? Et oui, comment se fait-il? Eh ben, on va te répondre, mon loulou. Mon petit papounet, ça se fait qu'en fait c'est une pétition complètement bidonnée. Donc c'est une pétition évidemment raslarde sur un référendum sur l'immigration, donc sur les Noirs et les Arabes. Et cette pétition, contrairement à la précédente, à celle de Duplomb, qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, elle n'est pas sur une plateforme sécurisée. C'est-à-dire que celle sur Duplomb était sur le site de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il fallait renseigner un certain nombre de choses, passer, je crois, par France Connect, si mes souvenirs sont bons, et puis vérifier, valider auprès d'une véritable adresse mail la signature. Là, pas du tout. Ils ont créé un site pour ça. Bololand a créé un site pour ça. Et donc, il suffit simplement de mettre un truc bidon. Et donc, parmi le 1,3 million de signatures, il y en a plusieurs dizaines de milliers qui, en fait, viennent de gens qui sont allés vérifier qu'on pouvait signer 20 fois, 30 fois, y compris les journalistes, avec une adresse complètement bidon. Alors, je crois que France Inter avait fait journaliste@123.com, et ben ça passe. Ça passe et ils demandent en plus si on peut récupérer votre adresse pour l'envoyer dans la bolosphère, chez Bololand, pour pouvoir vous envoyer après les mails, enfin bref, de pouvoir exploiter vos coordonnées. Donc rien n'est vérifié. Donc oui, évidemment que les journalistes un peu sérieux ne traitent pas de cette fameuse soi-disant pétition sérieuse sur le référendum. Alors évidemment, s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas grave. Il y a Paul Amar, alors, qui lui file un coton absolument extraordinaire, qui lui va en rajouter une couche. Donc lui est c'est un spécialiste du Moyen-Orient, il connaît tout sur le Moyen-Orient, il sait que les Palestiniens c'est des méchants pas gentils, et que on rappelle qu'il est journaliste à la base, parce que quand on va entendre les propos qu'il a tenus, on est tenté de croire qu'il est militant d'extrême droite. Absolument, mais alors c'est une dérive totale et absolue. Donc, il va en rajouter une couche sur la nature des questions. Alors, elle n'existe pas, la pétition, mais enfin, on va déjà parler de ça. Et il veut qu'on trie, je dis bien trier, le mot est important, les bons et les mauvais immigrés à accueillir. Je vous laisse écouter. Moi, si vous le permettez, une petite remarque. Mais je vous en prie. Il faudrait préciser, alors ça va devenir obsessionnel chez moi, mais la nature de l'immigration. Parce qu'on ostracise tous ceux qui ont quitté leur pays pour choisir la France. Mais vous avez raison. Je pense aux Iraniens, je pense à d'autres vagues d'immigration des années 60, 70, et je pense à l'immigration asiatique, cambodgienne, vietnamienne, laotienne. Vous entendez, vous, des incidents dans les quartiers dits chinois ou dits asiatiques de Paris ou d'ailleurs? Non. Donc je pense qu'il faudrait définir la nature de l'immigration sur laquelle il faudrait voter. Et comme si ça ne suffisait pas, nos amis d'origine asiatique présumés sont une nouvelle fois instrumentalisés, puisqu'à chaque fois, c'est leur
dada, ils utilisent les Asiatiques en disant eux c'est des bons, c'est des gentils, c'est gentil, ça c'est bon ça. Il n'y a pas Asiatique être gentil, malgré que être colonisé, il est gentil. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça veut dire qu'en fait ils sont serviles et qu'ils sont contents d'avoir des ex-colonisés serviles et qu'ils réussiraient mieux à l'école, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème dans les quartiers, qu'il n'y a pas de vol et compagnie. C'est du racisme. Non pas inversé, mais c'est du racisme qui va à son paroxysme, en fait, d'utiliser une communauté présumée contre une autre communauté présumée, comme s'il n'y avait pas de différence entre les gens dans une même communauté. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Flop contre son camp. Alors, c'est signé par le nouveau Premier ministre Le Cornu, qui avait prévenu il y a plusieurs années déjà. Oui, il était face à notre ami très rare, celui qui descend du bus quand il voit une femme voilée, du Figaro. Il va jeter les règles d'un non-retour au pouvoir lorsqu'on a perdu, et au nom du renouvellement de la classe politique, il va expliquer très doctement ce qu'il faut faire et quelles règles suivre dans le cas d'un départ d'un gouvernement. La politique française, c'est quoi? Elle souffre de quoi? Elle souffre justement de pas suffisamment de renouvellement? Oui, bien sûr. Elle est sclérosée, on est dans l'entre-soi. On voit bien un petit peu autour de nous, dans tous les pays européens ou occidentaux, lorsque une majorité est battue, lorsque le leader de cette majorité est battu, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France, on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon Le Cornu? Tu devrais déjà être parti. Non, c'est extraordinaire, parce que c'est pas... C'eût été il y a 25 ans, pourquoi pas, mais enfin, c'est quand même assez récent, et je trouve qu'ils ont un pouvoir de se dénier eux-mêmes. De faire des revirements à 360 degrés. Voilà, sauf à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, en fait. Là, pour le coup, c'est 360, puisqu'il reste dans ses pas d'avant ses propos. Je trouve ça extraordinaire. Heureusement, comme on dit, Internet n'oublie pas. Alors, flop Overton de France Info. Ouais. Bouy Laguet donc semble avoir un problème avec les thèses et le jeu politique du RN. Oui, complètement. Alors, on l'avait déjà pointé à plusieurs reprises, puisque je me rappelle que devant Jacobelli, le député RN, mais Jacobelli avait été je vous invite à les revoir, si vous tapez Bouillaguet Jacobelli, si vous ne l'avez pas vu. Il était interloqué parce qu'elle avait anticipé son désidérat. Elle avait dit, je crois qu'il parlait des jeunes Français d'origine immigrée, et elle avait répondu, il faut faire avec. Et lui avait marqué un blanc, et puis il avait dit oui, c'est ça, tellement il était surpris. Donc Merci pour la passe. Oui, exactement, c'est ça. Et là, elle va en fait faire du RN. Elle est face à Clémence Guettet, donc de la France Insoumise, et elle va l'interrompre pour expliquer qu'en fait, le Rassemblement national est peut-être plus en prise avec les classes populaires que la France Insoumise. Je vous laisse écouter. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, la mobilisation. Est-ce que le RN n'est pas davantage en prise? C'est ça la question. Mais alors, quand est-ce que le RN a fait des mobilisations en faveur du pouvoir d'achat des gens dans ce pays? Dites-le-moi. Quand est-ce que le RN était dans la rue contre la réforme des retraites? Dites-le-moi. Ils ne sont pas dans la rue parce que c'est l'extrême droite et que la mobilisation populaire a toujours été du côté de la gauche et non pas de l'extrême droite. Et je vais vous dire une autre chose. Ils sont pas dans la rue, ils sont pas non plus à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'étaient pas là quand il fallait combattre la réforme des retraites à l'Assemblée et parce qu'ils refusent toujours de voter l'augmentation du SMIC ou le retour de l'ISF. Donc le Rassemblement national, l'extrême droite dans son ensemble est une farce politique quand il s'agit d'être en soutien au peuple dans ce pays. C'est très clair. Voilà, en tout cas, en cas de privatisation du service public, Alix Bouillaguet est bel et bien prête. C'est certain. Flop droit international, et ça sera notre dernier flop. Agathe Lambré tente de donner un cours de droit international à Dominique de Villepin, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Alors, on pense ce qu'on veut de Dominique. Alors, on est toujours sur le service public, je précise quand même, pour téléspectatrices et téléspectateurs. Donc, Agathe Lambré, avec une certaine, enfin, vous allez le voir, mais avec vraiment de l'assurance et une petite pointe de hauteur, elle va quand même s'en prendre à Dominique de Villepin. On lui file un cours de droit international qui va démontrer quelque chose qui me semble, rien qu'en le disant elle-même, elle aurait dit réaliser l'énormité de son propos. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. S'en prendre à des négociateurs, fussent-ils des négociateurs du Hamas, et je comprends bien. Oui, parce que le Hamas est un mouvement terroriste. Pourquoi vous dites que c'est illégal? Est-ce que c'est condamnable de la part d'Israël d'essayer d'éliminer ceux qui veulent l'éliminer? La Charte des Nations Unies, article 51, prévoit qu'un État
peut faire usage de la Madame force, Lambray, même en dehors de ses frontières. Que dit le diplomate? Eh bien, Madame Lambray, en vous écoutant, je me dis, on a perdu les repères fondamentaux qui sont ceux de la démocratie internationale. On n'a pas le droit, fussent-ils des grands criminels, d'aller tuer à droite ou à gauche tous les gens qui vous gênent. En cas de légitime défense, l'ONU le permet, la charte de l'ONU le permet. On essaye de les prendre et on les traduit en justice. Mais on ne tire pas, comme dans le Far West, sur les gens impunément. Donc, si on suit son raisonnement, je pense qu'elle n'a pas lu l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais elle l'a dans les mains, a priori, elle aurait dû comprendre. Si on suit son raisonnement, ça signifie qu'Israël pourrait demain aller frapper l'avenue d'Iéna à Paris, où il y a l'ambassade d'Iran, au motif qu'il y aurait des terroristes du Hamas, du Hezbollah, de ce que vous voulez, dans les locaux. Et donc, alors, elle pourrait frapper l'intégralité de l'avenue d'Iéna, parce qu'ils peuvent aussi se cacher ailleurs, hein, ils peuvent être chez Louis Vuitton, par exemple. Mais voilà, je ne comprends pas qu'elle ne pige pas que non, aucun pays au monde, sauf Israël, évidemment, impunité oblige, aucun pays au monde ne peut aller frapper un autre pays souverain au motif que ça rentrerait dans le cadre de sa sécurité. Et alors vraiment, je le redis, mais la cerise sur le gâteau, c'est d'aller filer des cours des géopolitiques. Alors Pascal Boniface, si tu nous vois, si tu nous écoutes, je te présenterai Agathe Lambray avec grand plaisir. Mais d'aller filer des cours de droit international. Dominique de Villepin, il faut quand même oser. Oui, voilà, il aurait fallu peut-être rester humble, savoir rester à sa place et demander à Dominique de Villepin, par exemple, qu'est-ce que l'article 51 de cette Charte des Nations Unies prévoit au lieu de s'engager comme elle le fait. On passe et on conclut avec le microscope. L'assassinat de l'influenceur ultra-conservateur américain Charlie Kirk a déchaîné les médias mainstream cette semaine, et pas seulement à droite. Nous allons regarder de quelle manière ils ont, pour la plupart, érigé ce militant proche de Donald Trump et des idées d'extrême droite en un martyr moderne. C'était la semaine de deuil complet sur les médias Bololand. Alors, il y a eu plusieurs épisodes, en fait. Alors, il y a eu un épisode de recueillement profond, à l'image, par exemple, de ce que va dire Philippe de Villiers, on dirait vraiment un éloge funèbre, qui va en faire un martyr du wokisme. Je vous laisse écouter. Le premier martyr du wokisme en Occident. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un turning point, un tournant. Je pense que dans l'histoire des 30-40 années qui viennent, cet assassinat sera une borne, une balise de détresse d'une civilisation. À propos de martyrs, ils se sont tous déclarés futurs martyrs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont profité de l'assassinat de ce militant et de cet influenceur d'extrême droite ultra réac. Il a des positions vraiment très très violentes sur un certain nombre de sujets. Et il se fait passer, c'est ça l'astuce, il n'est pas idiot, il n'était pas complètement idiot. Il se faisait passer pour une espèce de mec hyper ouvert qui allait évangéliser, écouter, débattre, notamment sur les campus, auprès des étudiants, auprès des jeunes, puisque c'est quelqu'un de très jeune, qui avait une petite trentaine. Mais ils vont tous expliquer les uns après les autres, les unes après les autres. Ils vont venir sur les plateaux, les Kelly, les Tegner et compagnie, pour expliquer qu'ils sont menacés de mort tous les jours, qu'ils vivent avec ça, et que ce sont les futurs martyrs, avec une espèce de victimisation comme ça qui est malsaine, puisqu'elle vient s'appuyer sur l'assassinat de ce garçon dont personne n'a remis en cause le fait qu'il était assassiné. C'est un assassinat, c'est inexcusable, c'est impardonnable, on peut contextualiser, mais il n'y a pas d'excuse à apporter sur cet acte, évidemment, d'une violence assez extraordinaire. Il y en a un qui va essayer de relativiser tout ça, mais je comprends parfaitement, c'est Mathias Leboeuf, qui est philosophe et conférencier, notamment, et journaliste. Il va tenter un truc. Alors, c'est un peu casse-gueule, donc à ne pas refaire, évidemment, chez vous. Il va expliquer que l'assassinat... Alors, il n'emploie pas ce terme-là. Il emploie le terme de meurtre. Ce n'est pas un meurtre, c'est un assassinat, puisque c'est prémédité. Il va expliquer que c'est un accident, mais dans le sens accident de parcours. Et alors, vous allez voir ce que ça va provoquer sur le plateau de CNews. Il explique que c'est un accident qui est dû au climat ambiant,
au climat ambiant. Évidemment que toute la bande à Trump nourrit très largement. Ça ne veut pas dire qu'il a mérité ce qui lui est arrivé, c'est pas ça du tout, c'est simplement qu'il y a un climat complètement pourri. Et c'est dur d'être compris sur CNews. Je vous laisse regarder les réactions en plateau. Citer Charlie Kirk en prenant 3 phrases. C'est les propos de Charlie Kirk. C'est les propos de Charlie Kirk suite à une tuerie dans une école, à la tuerie de Nashville. Oui, mais répondez à quelle question, à quelle question il répondait, qu'est-ce qu'il disait. Mais non, mais c'est pas que ça ne plaît pas. C'est ça que vous dites. Je ne dis pas ça. Mais si, vous dites ça. Mais absolument pas. Ce n'est pas ce que je dis. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous justifiez. Vous justifiez. Mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Attendez, juste parce que c'est vous qui l'avez posé la question plus précise. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Juste une chose, je vous réponds. Quand on exacerbe la violence, on le paye. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est justifié. Je dis que quand on exacerbe la violence et quand on la justifie, c'est pas moi qui justifie la violence, c'est Charlie Kirk. Donc, ce genre d'accident arrive. Accident. C'est un accident. C'est un accident. Maintenant, c'est un accident. C'est plus un meurtre, c'est un accident. Non, mais excusez-moi, c'est insupportable ce discours. Je pas là-dessus. C'est un accident. Ce genre de. Mais enfin, c'est honteux. C'est honteux ce que vous dites, Mathias. Excusez-moi, c'est une honte absolue. Alors, il faudra la semaine prochaine qu'on demande des nouvelles de Momo et de Berkoff, parce qu'ils n'ont pas l'air bien, les pauvres. Hein. Mais c'est quand même assez surprenant que dans des émissions comme ça, alors, non, c'est pas des flèches, mais enfin, ils pourraient quand même comprendre, faire semblant de comprendre que, évidemment, Mathias Leboeuf essayer de prendre un tout petit peu de hauteur. Mais voilà, je lui conseille à Mathias Leboeuf 2 choses. C'est d'abord de ne pas revenir sur ce plateau et ensuite de ne pas prendre de hauteur avec ces gens-là qui sont incapables de piger la moindre nuance. Il y a eu donc le côté martyr, et puis il y a eu des comparaisons, mais complètement folles, notamment, alors évidemment sur les médias bolorisés, parce qu'on peut tout simplement le comparer, cet activiste ultra-réactionnaire, avec... Ah, je vais vous laisser écouter, c'est magnifique. Il est mort pour ses idées, assassiné, de la même manière. Et aujourd'hui, les drapeaux sont en berne aux États-Unis. C'est vrai. Donc, il est mort pour la liberté d'expression. Non mais franchement, Martin Luther King, quoi. Je veux dire, il y a plus de limite, et pourquoi pas Che Guevara. Enfin, oui, je trouve que c'est complètement, sachant que vis-à-vis de l'esclavage, Kirk avait quand même des positions assez tranchées, et que surtout, c'est une stupidité confondante de comparer avec Martin Luther King, puisque lui défendait une minorité opprimée. Qui n'a rien à voir avec un suprémaciste blanc qui, lui, veut au contraire maintenir la suprématie, voire même l'amplifier. Donc, je trouve ça d'une grossièreté et d'un non-sens historique et sociologique qui me semble démontrer un problème de connaissance des choses et des sciences de la part de ces gens-là. Il y a encore une volonté de falsifier l'histoire, hein, puisqu'effectivement, Martin Luther King militait pour les droits civiques et pour plus d'égalité, où justement là, Charlie Kirk, au contraire, voulait plus de droits pour les groupes dominants et continuer finalement de maintenir un traitement en défaveur des minorités, donc qui sont vraiment idéologiquement à l'opposé. Alors, heureusement, il y a également dans ces débats, il y a des Meir Habib qui ressuscite pour l'occasion. Pardon ? Il ressuscite. Ah oui, il n'est plus rien, mais là, il revient sur le tapis. Et donc là, il va se vautrer dans les citations imaginaires de la fachosphère. Alors ça, c'est un grand classique. C'est Zemmour, je crois, qui avait lancé la mode en falsifiant, en inventant une citation de Churchill sur les antifascistes d'aujourd'hui seront les fascistes de demain, alors, ce que Churchill n'a jamais dit. Et lui va se vautrer dans ces citations imaginaires. Je vous laisse écouter ces histoires de fascistes, nouveaux fascistes, antifascistes. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, cette extrême gauche aujourd'hui qui veut tuer le fascisme sont devenus les nouveaux fascistes. C'est ça la réalité. Alors, venant de Meir Habib, bon, on est un peu habitué. Par contre, il y a Guillaume Erner qui, lui, qui tient une chronique, notamment sur France Culture, hein, qu'on voit un peu dans les médias. Guillaume Erner, il va tous et toutes nous appeler à être Charlie, mais alors Charlie avec un S. Et il va expliquer que c'est la gauche qui était le seul ennemi de ce fameux influenceur américain, alors que c'est totalement faux, puisque en fait, sur des questions comme la lutte contre le racisme, la lutte pour les droits des femmes, je pense évidemment à l'IVG, ou sur d'autres sujets qui étaient chers au cœur de notre influenceur, il y a plein de gens au centre, même à droite, qui peuvent très bien se retrouver. C'est pas forcément la gauche, parce qu'en plus, quand on dit la gauche, c'était au moment où on ne savait pas encore qu'il l'avait shooté. Quand on dit que c'est la gauche qui lui en voulait, ça
sous-entend que c'est la gauche qui l'a tué, donc c'est un peu bizarre. Eh bien, moi, je dis à Guillaume Erner, non, je ne suis pas ce Charlie-là du tout. J'ai le droit de ne pas l'être, mais lui va nous intimer l'ordre de l'être ou alors de se taire. Je vous laisse écouter, ça se passe sur France Culture. Avec un assassinat politique comme celui de Charlie Hebdo. Une amie m'a soumis ce rapprochement et plus j'y songe, plus je le trouve valable. Alors certes, il y a des différences, bien sûr, entre Cœur, qui est le journal satirique, d'un côté un meurtrier inconnu, mais qui ne semble pas être islamiste, de l'autre des islamistes, alors même que l'islamisme a fait des milliers de morts. Évoquons désormais les victimes. Charlie Hebdo est un journal satirique qui revendique le droit à l'humour, mais cet humour n'est pas compris par tous. Beaucoup ont jugé qu'il s'agissait d'un humour violent, hostile, menaçant. Charlie Kirk a pris des propositions honnies par la gauche, anti-trans, masculiniste, ultra-conservateur, mais il n'a enfreint aucune loi américaine et était ouvert au dialogue, même s'il avait plus d'un tour rhétorique dans son sac. Or, c'est cela qui me semble important. Si nous sommes encore capables de dialoguer, c'est que c'est la parole qui domine, et la parole, aussi dure soit-elle, n'est pas la violence. Il n'est pas possible d'être Charlie uniquement pour son Charlie à soi, autrement dit pour son opinion. Le vrai Charlie se bat pour l'opinion de l'autre, et donc désormais le « je suis Charlie » doit se conjuguer au pluriel ou bien se taire à jamais. C'est quand même incroyable, après toutes ces années, cette injonction d'être Charlie plane sur nous, hein. Ah ben toujours, c'était l'expression de l'époque, je crois que c'était le comte de Boudherbala qui avait dit si t'es pas Charlie, t'es Koulibaly. Et donc il y a pas de, on a au nom de Charlie, on doit être quelque chose de particulier. Donc on un peu de nuance. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de nuance, alors qu'on nous oppose ça pour la liberté d'expression, ce que j'entends parfaitement. Il n'y a pas de problème. Simplement, justement, si on peut être Charlie, ben on a le droit de ne pas être tous les Charlie. Et moi, je ne suis pas Charlie Kirk, et je ne le serai évidemment jamais. Et je crois qu'il y a Paul Amar aussi qui ressurgit un peu là dans ce débat il ferme le banc, autour de la mort de Charlie Kirk. Ouais, à tout seigneur, tout honneur, il va fermer le banc, dénonçant une nouvelle fois le responsable de tout ce marasme. Alors on est sur quelque chose de au moins transatlantique, mais il va réussir à nous trouver évidemment le coupable. Je vous laisse l'écouter, et puis vous allez voir à côté de lui, il y a le petit chien de la plage arrière, et en face, il y a l'arabe qui va bien. Et quand je vois l'extrême gauche continuer de stigmatiser ses adversaires en les traitant de fascistes, elle se trompe complètement. Et alors, je reviens à cette magnifique formule de Gilles Kepel, l'inversion accusatoire. Qui est aujourd'hui fasciste ? Qui est l'héritier des chemises brunes, des chemises noires ? Eh bien, ce sont les Mélenchon, ce sont les Portes, ce sont les Delogu, c'est Caron qui m'insulte, qui me traite d'ailleurs de génocidaire aujourd'hui, ou d'islamophobe, ce qui est quand même un comble. C'est une cible. Et devant Amine, moi qui ai vécu dans un pays arabe et qui entendait parler l'arabe pendant toute mon enfance. Les fascistes d'aujourd'hui, c'est les Mélenchon et sa meute. Alors on peut passer par la Serbie, on peut passer par la Croatie, le Japon, la Corée du Nord, revenir par le Zimbabwe et faire un crochet par la Colombie et le Venezuela. On en revient toujours à Mélenchon. C'est quand même extraordinaire parce que Mélenchon, je le rappelle, n'est plus élu. Et pourtant, il se fait tirer à tous les rouges. Il hante Paul Amar. Au moins il le reconnaît, il reconnaît ses obsessions, mais c'est quand même formidable de réussir à faire rentrer, alors, en poussant un peu, à faire rentrer Mélenchon dans cette histoire. Il faudra vraiment qu'il consulte, quoi. C'est bien, ça va faire du boulot pour les générations de psy à venir, et c'est le côté positif de l'histoire. Voilà. Donc je pense qu'on va être amené à en reparler la semaine prochaine en plateau. J'espère que je serai rétabli. Qu'on pourra en parler en plateau, parce que je pense qu'il va y avoir des suites, puisque j'imagine que la partie post-obsèque va donner lieu à un certain nombre de choses. Je rappelle quand même qu'il s'est fait assassiner le 10 septembre et que le 11 septembre, date anniversaire évidemment, de commémoration des attentats de 2001, tous les drapeaux ont été mis en berne rien que pour cet événement. Je trouve ça assez énorme, et je pense qu'il va y avoir encore du pathos dans les médias, et donc évidemment on s'en fera l'écho auprès de vous. On va aborder tes coups de cœur. Ça faisait longtemps, effectivement, que tu n'avais pas partagé avec nous tes coups de cœur. Et pour cause, c'est vrai, on a eu des invités avec des entretiens qui étaient plutôt riches. Et on va dire que je m'immisce un petit peu aussi dans les interviews en posant des questions, ce qui rallonge un peu la durée des émissions. Et là, vu que tu es seul, tu as un boulevard devant toi.
Et oui, en plus, je suis chez moi. Alors, j'avais préparé la semaine dernière, on va parler musique avec Nicolas Jules. Alors, on va voir à l'écran l'un de ses derniers albums. Alors, Nicolas Jules, c'est vraiment un artiste français que j'adore, qui est tourangeau et qui a un style que je rapprocherais presque du Père Félix. Pardon de reparler du Père Félix Stéphane, mais vraiment, je le mets à ce rang-là. C'est un chanteur à texte musical. Et donc, je vous invite à écouter son dernier album qui s'appelle Rock'n'Roll Marabout avec le titre phare qui s'appelle L'Enfer. Et c'est donc Nicolas Jules. Et je vous invite à découvrir l'intégralité en fait de ça. Alors, il a une communauté qui est assez importante. Je vous invite à la rejoindre également. Et donc à écouter ses chansons à texte et dont les musiques sont vraiment formidables. Et j'en profite pour féliciter Gérard Bédu, qui est un programmateur musical de talent, de génie même, et qui me l'a fait découvrir il y a plusieurs années. Depuis, je suis accro. Et on conclut, vraiment, pour de vrai, l'émission avec les remerciements. Alors oui, c'est une séance de rattrapage de remerciements, puisqu'aussi ils avaient sauté c'était du fait de la richesse des intervenants qu'on a eu les fois dernières, donc je vais aller assez rapidement, mais sûrement. Je voulais remercier Sandrine Jean-François de Colondon, c'est dans le Jura, Nicolas de Montreuil, Solange et Bernard de Paris 13, Brigitte de Sevran, Hervé et Lucille de Vanves, Mahman d'Orléans Saint-Marceau, Philippe de Montreuil-Chanzy, ainsi que Dabia de Gagny, Iran de Chennevières, Khaled de Sevran, Marco des Arbres de Clichy-sous-Bois, Faouzi et Marouane de Paris, Fatia de Créteil, Ikram et Tarek de Québec même, Max et Arnaud de Lyon, Idriss d'Orléans-la-Source, Daniel de Saint-Jean-le-Blanc dans le Loiret également, Asma de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret et de Casablanca, Robin de Saint-Étienne et de l'Allier, Jésus de Beaucaire, le papa de Mélanie, Tristan, Blandine, Emmanuel de la Cuisine de Conflans à Conflans-Sainte-Honorine, Félix de Longeville, les Messes, Jean-Baptiste de Grenoble, Manuel de Monet, comme la Monnaie dans le 37, Nicolas de Douai-la-Fontaine et sa sœur Céline, Cléo de Paris, Paco de Beaulieu dans le 28, Philippe de Tours, Christophe également de Tours, Geneviève et Valérie de Québec, de nouveau, décidément, Myriam de Montreuil. Je termine par Maël P, interne en psychiatrie, et Doriane, étudiante en droit. Et ces remerciements viennent à la fois de moi, mais aussi de Nicolas du Média. Merci beaucoup, Mourad. On te retrouve en plateau, on espère, la semaine prochaine. Et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux Médias.